Bonjour Stéphane Troussel. Bonjour. Vous êtes le président, on dit le président de la Seine-Saint-Denis, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, vous êtes socialiste. Le département de Seine-Saint-Denis, comme tous les autres, est celui qui est chargé de distribuer le RSA, ou en tout cas de fournir les ressources à la caisse d'allocation familiale. On est le 5 décembre. Vous aviez menacé il y a quelques jours de ne plus payer le RSA parce que vous considériez que l'État ne vous fournissait pas assez de ressources. Les 100 000 bénéficiaires du RSA dans votre département n'ont pas de ressources. Terminé. Vous avez coupé les robinets? Non, les 100 000 allocataires du RSA de Seine-Saint-Denis percevront cette allocation du RSA mensuel et ça sera le cas en décembre comme ça sera le cas en janvier. Et donc pourquoi avoir dit que vous ne paieriez pas? Mais par contre, je ne rembourserai pas à la caisse d'allocation familiale, d'autant plus que le gouvernement vient d'annoncer qu'il renouvellerait un fonds d'urgence pour les départements en difficulté. Il a juste annoncé un chiffre il y a quelques jours maintenant. Il est 2 fois moins important que celui de l'an dernier, 100 millions d'euros, alors qu'il y a plus de départements en difficulté. Ce n'est pas acceptable. Et donc, ça a un sens de dire on ne paiera pas? Ah, ça a un sens, oui, puisque d'ailleurs, cette allocation de solidarité nationale n'est pas décidée par les départements, elle est décidée par le législateur. Donc vous préféreriez vous défaire de cette responsabilité? En tout cas, c'est la preuve que ce système de financement de la solidarité nationale dans notre pays est désormais à bout de souffle. Et même, on a un système de solidarité qui marche à l'envers, puisque de fait, ce sont les territoires les plus pauvres qui ont le plus d'allocataires du RSA, la Seine-Saint-Denis, le Nord, les Bouches-du-Rhône et quelques autres. C'est pas illogique quand même. Oui, mais qui consacrent de plus en plus sur leurs moyens propres dont nous aurions besoin, contrairement à d'autres territoires, pour équiper, développer, accompagner les plus fragiles. Il y a quelques années, le RSA avait été confié au département, avec un raisonnement qui était assez simple et au fond assez convaincant. Plus on est près de ceux qui en ont besoin, plus c'est logique qu'on soit le distributeur. C'était faux? Nous continuons de vouloir accompagner au plus près les allocataires. La question la question du financement, c'est autre chose. C'est un financement qui doit être applicable de manière identique sur l'ensemble du territoire. Or, aujourd'hui, nous sommes obligés, mon collègue du Nord, celui des Bouches-du-Rhône ou n'importe quel autre, d'aller puiser dans d'autres projets pour financer une allocation qui relève de la solidarité nationale. Ce système est à bout de souffle, il faut le remettre à plat. Vous avez dit 2 fois que ce système était à bout de souffle, le système de la ceinture de sécurité, le filet de sécurité pour les plus pauvres, et pourtant, vous faites partie de ces 8 départements qui ont envie d'essayer de tester le revenu universel. De base, le revenu de base. Pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire un revenu qui permet à chacun d'avoir un minimum de subsistance, quelles que soient ses conditions de travail, de dépendance, etc. C'est pas un peu contradictoire? Absolument pas, parce que qu'est-ce qu'on dit avec le revenu de base? On dit qu'aujourd'hui, le RSA qui a succédé au RMI a plus de 30 ans, son financement est à bout de souffle, que par ailleurs, il y a toujours 30% des gens dans notre pays qui potentiellement pourraient avoir accès au RSA, la base ou le RSA dit activité pour accompagner les travailleurs pauvres, qui n'y ont pas recours. Par ailleurs, il y a de plus en plus... Il faut de plus en plus d'allocataires. Vous en avez 100 000 aujourd'hui et vous dites qu'il en faudrait plus? Il y a 9 millions de pauvres dans notre pays. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens qui passent en dehors des mailles du filet. Par ailleurs, les évolutions sur le marché du travail, y compris la flexibilisation, la libéralisation sur le marché du travail, montrent qu'il va y avoir des statuts de plus en plus diversifiés et on ne peut pas laisser les gens avec des ressources indécentes. Très bien, je comprends ce raisonnement, mais expliquez-moi celui qui consiste à dire à la fois je n'ai pas les moyens de distribuer du RSA et je vais en plus donner un revenu universel de base. C'est un peu contradictoire, non? Non, c'est absolument pas contradictoire, puisque je fais partie de ceux qui plaident depuis des années pour une remise à plat du financement des allocations de solidarité nationale. D'ailleurs, il y avait eu un rapport parlementaire il y a quelques années, rapport de Christophe Siru, qui disait effectivement qu'il fallait reposer le financement de l'ensemble de ces allocations et minima sociaux. C'est ce que nous allons aussi poser à travers cette étude vers laquelle nous voulons aller. 8 départements, pour combien de temps? Alors, notre objectif, c'est d'avoir des modèles économiques un peu solides, un peu robustes. Qui n'existent pas pour l'instant. D'ici le printemps 2018, pour ensuite, d'autant plus que le président de la République veut assouplir les conditions de l'expérimentation par les collectivités locales, pour aller, pourquoi pas, vers un projet d'expérimentation à l'automne 2018. L'opinion révèle ce matin que le président de la République, Emmanuel Macron, n'est pas hostile à l'idée de supprimer l'automaticité des hausses du SMIC. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait réagir? Ce serait cohérent avec sa logique de dérégulation et de libéralisation permanente sur le marché du travail. Moi, je pense que toutes les mesures qui ont été prises, y compris par la gauche quand elle a été en responsabilité, qui visent justement
qui ont visé, d'une manière ou d'une autre, à assouplir en permanence un certain nombre de règles parce qu'il y aurait trop de rigidité, c'est la poursuite, c'est l'aggravation de cette théorie-là. Le SMIC est intouchable ? Je ne dis pas qu'il est... Une sorte de totem qu'il ne faut pas toucher. Est-ce que c'est logique aujourd'hui? Une des pistes de travail de ceux qui réfléchissent à ce que peut être le SMIC, c'est le SMIC ne donne pas le même pouvoir d'achat dans une petite ville d'un département central de la France et en région parisienne ou au cœur des régions les plus riches et les plus coûteuses en termes de pouvoir d'achat. Je pense surtout que ce système-là aggravera davantage encore les inégalités entre les territoires, les inégalités entre les entreprises elles-mêmes, les inégalités entre les salariés. Est-ce qu'avec un SMIC, on a le même pouvoir d'achat dans les Hauts-de-Seine et dans la Creuse, par exemple? En tout cas, c'est une garantie pour ne pas aggraver ces inégalités. Donc, mais est-ce qu'on a le même pouvoir d'achat? Moi, je ne ferai jamais partie de ceux qui pensent qu'il faut toujours, en permanence, diminuer les protections des salariés. Je pense au contraire qu'il faut, dans le système qui vient, réfléchir à de nouvelles protections. Il faut les moderniser, il faut les adapter, mais je ne crois pas qu'il faille réduire les protections de les salariés. Réfléchir à de nouvelles protections, ça fait partie de la feuille de route du PS tel qu'il doit se refonder? En tout cas, je pense que parmi nos difficultés, il y a cette idée chez les nôtres, chez ceux que nous disons vouloir représenter en priorité, que finalement le système économique qui se développe depuis un certain nombre d'années a fragilisé les plus vulnérables encore un peu plus, et que notre ADN, ça doit être en permanence la lutte contre les inégalités, oui. Est-ce que votre ADN, c'est être socialiste ou être social-démocrate? Moi, j'ai aucun problème avec le mot socialiste. Social-démocrate, socialiste, on voit bien que... c'est deux choses différentes. Oui, ça veut dire des choses différentes. C'est deux choses tellement différentes que Benoît Hamon, qui vient de fonder Génération.s, dit... La social-démocratie est morte, c'est une impasse. Ce sont des cultures différentes en Europe, mais ce qui caractérise les socialistes comme les sociodémocrates dans toute l'Europe, c'est effectivement les grandes difficultés dans lesquelles nous nous trouvons collectivement. Moi, personnellement, je pense qu'il faut avoir une analyse lucide sur la période qui vient de s'achever, à la fois de l'échec. Il faut accepter d'abord de faire un inventaire. Est-ce que c'est un échec pour le PS, vous pouvez le dire? Oui, bien évidemment. Quand on a été sanctionné aussi lourdement, et d'ailleurs nous ne l'avons pas été... facile à dire, voilà, nous ne l'avons pas été seulement au printemps 2017, nous l'avons été depuis 2012. Vous avez perdu toutes les élections intermédiaires. Donc je pense qu'il faut faire un inventaire. Quand on perd, on fait un inventaire de la séquence présidentielle et législative, du quinquennat qui vient de s'écouler, mais bien au-delà, parce que je pense que c'est la social-démocratie, justement, en Europe, les gauches européennes, qui finalement, depuis la chute du mur de Berlin, ont considéré que face au rouleau compresseur de ce libéralisme qui développe ses théories et ses thèses, il fallait ajuster, accompagner, mais finalement, nous n'avons plus été capables de définir quelle est notre vision, quelle est notre perspective pour trouver une alternative. Et face au libéralisme, l'alternative qui malheureusement s'est développée en Europe, c'est le nationalisme et le souverainisme. Dans un parti politique, Stéphane Troussel, les idées doivent se personnifier et se ranger en quelque sorte, ou en tout cas être symbolisées par un homme. Pour le PS, c'est qui ? Écoutez, on va voir, le débat commence. Vous avez un profil idéal, je ne vous demande pas un nom, après on le trouvera. Mais... Moi, je souhaite qu'on ne commence pas par exclure les uns et les autres, déjà. Je trouve qu'il y a de la crispation en ce moment à accepter le débat. Ceux qui partent chez Benoît Hamon, il ne faut pas les exclure? Mais en tout cas, écoutez, si on commence par se dire, on va se recroqueviller, on va être étriqué, se rabougrir, avant même d'avoir commencé le débat, je pense que ce n'est pas la solution. Olivier Dussopt, qui vient de rejoindre le gouvernement d'Emmanuel Macron, il ne faut pas l'exclure? Bien évidemment que si, puisque là, il a franchi le Rubicon. À droite, on exclut, si on part à gauche, on conserve, on cajole. Écoutez, il y en a d'autres qui ont été élus grâce à l'absence de candidats En Marche. Il y en a d'autres qui, même tous les matins, nous expliquent que finalement, il faudrait être plus ou moins dans la majorité, plus ou moins dans l'opposition. Donc moi, je souhaite d'abord que le débat politique, la clarification, elle n'est pas sur exclure celui-là, elle est d'abord sur notre orientation politique. Acceptons le débat sur l'inventaire, acceptons le débat approfondi sur quelle est notre vision. Et donc moi, je participerai à ce travail-là de manière ouverte. Je veux un débat ouvert, approfondi. Il y a un certain nombre de candidats. Il n'y en a qu'un, pour l'instant, qui vient de se déclarer. Il y en a qu'un, c'est Luc Carvounas, mais il y en aura d'autres. Oui, mais il y en aura peut-être d'autres. En tout cas, ce que dit Luc, moi, m'intéresse. Je le rencontrerai très rapidement pour échanger avec lui sur quelle peut être notre perspective, y compris commune. Et ça, c'est pour les prochains mois, avant le mois de mars, où se tiendra le congrès. Merci beaucoup, Stéphane Troussel. Merci à vous.